Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire souvent atypique mais extraordinaire. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je reçois des entrepreneurs et des experts qui nous partagent leur histoire, leurs meilleures pratiques, mais surtout comment ils font la différence dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Josée Gagnon qui est à la tête de Casacom et idéatrice de Brave Inspiration, un balado extraordinaire sur le courage. Elle prend la peine de nous partager son parcours dans les détails et c'est tellement inspirant et elle nous parle de la belle famille de Casacom et même la relève qu'elle est en train de mettre en place, une belle histoire inspirante à ne pas manquer. Bonne écoute! Bienvenue, Marie-Josée Gagnon, présidente et fondatrice de Casacom et idéatrice de Brave Inspiration. Très contente, oui! Écoute, ça fait tellement longtemps que je veux t'avoir sur le podcast. On a essayé de se prendre pendant la pandémie, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est moi aujourd'hui qui est contente de te faire rayonner. Parce que ton podcast, Brave Inspiration, ton podcast, on va avoir la chance d'en parler, c'est beaucoup plus qu'un podcast, c'est un événement, mais m'a vraiment inspirée à faire ce podcast-là, cette web-série-là, Histoire d'hypercroissance. Et tu es une femme qui m'a toujours inspirée par tout ce que tu accomplis. Je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée dans I.O., j'étais avec mon conjoint Eric, que tu connais, et j'ai aimé ta vivacité d'esprit, puis c'était comme 1, 2, 3, 4, go, ça roule. Puis là, j'étais comme, oh wow, j'aime ça des femmes comme ça quand ça se met à bouger. Alors, bienvenue. Tu sais que le coup de foudre est réciproque, hein, parce que je me souviens de cette journée-là. Oui. Ça a été réciproque. Moi, j'ai aimé ton beau visage, ton sourire, ton dynamisme, ton intelligence, ta vivacité d'esprit. Oui, bien, c'est ça. Puis je pense, en tout cas, je pense que ce que je trouve le fun de t'avoir aujourd'hui, puis notre souhait juste avant de débuter cette émission-là, ce qu'on se disait, c'est d'avoir vraiment une inspiration pour les femmes, sans être des féministes, mais tu sais, juste être capable d'avoir une belle inspiration, un impact positif. Puis on va avoir la chance justement de comprendre ton parcours. Et ce matin, je me préparais justement pour l'entrevue, puis je me disais, waouh, je savais pas ça. Fait que là, j'ai plein de belles questions pour toi. Alors, ce que je voudrais, c'est, j'aime toujours commencer l'histoire d'hypercroissance en parlant du parcours de l'humain, justement. Et toi, tu interviews toujours les gens, mais là, j'aimerais savoir, toi, d'où tu viens? C'est quoi ton parcours, Marie-Josée? Bien, moi, je suis une personne qui a eu une enfance très, très normale, très, très aimante, avec des parents très aimants, une sœur plus jeune, un frère plus grand, à Laval. C'est important parce que j'ai vraiment voulu quitter Laval vite, vite, vite. Je me sentais privée de mouvement et de liberté. Ça a beaucoup, beaucoup marqué ma jeunesse. Une chose qui est importante aussi, c'est que je me suis investie dans le patinage artistique. OK. Énormément. À partir de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et ça l'a rythmé ma vie complètement. Et je pense que ça m'a énormément formée. Parce que je ne sais pas combien de fois je suis tombée. Je ne sais pas combien de fois je me suis relevée. C'était juste ça. Oui. Évidemment, j'ai réussi beaucoup de sauts, bien sûr, mais combien de fois j'ai tombé, combien de fois je me suis relevée. Et c'est très symbolique pour la vie. Ça aide pour la suite des choses. Voilà, c'est ça. Une enfance, pas d'histoire. Pas d'histoire, mais en fait, athlète quand même dès un jeune âge, parce que, tu sais, le patinage artistique, c'est quand même assez exigeant. C'est plusieurs fois par semaine, un entraînement et tout. Tous les jours. Toujours. Et l'été, c'était du 40 heures semaine. Et mes parents m'ont même inscrit à l'école Vanier, une école à module, et pour que j'aie plus de temps pour patiner. Je suis allée voir le concierge de l'Aréna Concorde en face. L'aréna était toujours vide, sauf quand elle était réservée, évidemment, pour les matchs de hockey et tout ça. Et je lui ai demandé de me prêter la patinoire. Il m'a prêté sa patinoire. J'avais la patinoire à moi toute seule, tout le temps.
OK. Fait que toi, tu étais vraiment déterminée avec le patin artistique. Ça a vraiment. Et qu'est-ce que tu as appris dans toutes ces années-là? Tu sais, quand tu dis ça t'a forgé, là, tu sais, le côté, il y a sûrement le côté, justement, discipline. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, tu es une fille très sportive, encore une Ouais. fois. La discipline aussi. Mes parents m'ont toujours dit, si tu aimes ça, on sera toujours là pour te soutenir. Ça coûtait très, très cher. Je viens d'une famille de classe moyenne, 2 enseignants. Je sais que mes parents ont pris beaucoup de leur argent pour moi. Euh, Ça, je l'ai vu. J'ai vu leur sacrifice. J'ai vu aussi l'importance de faire des choses qu'on aime vraiment et le soutien qu'on peut avoir quand on a ça. Puis aussi à quel point on peut aller loin. Mais par ailleurs, j'ai aussi vécu beaucoup d'échecs en patin. Il a fallu que j'arrête de faire de la compétition à un moment donné parce que j'avais trop mal aux genoux. J'étais super bonne en patinage artistique, mais quand j'arrivais en compétition, souvent, je n'étais pas performante. J'avais de la difficulté à gérer mes émotions. Et donc, ça a été vraiment un gros, gros apprentissage. Un autre apprentissage aussi, c'est un milieu extrêmement conservateur, Oui. où le jugement est très, très, très facile. Donc, très, très jeune, j'ai vécu avec ça. Je pense que ça m'a beaucoup marqué aussi. Oui. Puis mes parents n'étaient pas du tout de la clientèle typique du parent de patinage artistique où moi, j'étais pas la patineuse classique non plus. Je me souviens, mes parents étaient capables de me payer 2 leçons par semaine. Ça coûtait 5 du quart d'heure, 20 de l'heure, 5 du quart d'heure. Et la leçon, on pouvait me payer, c'était un quart d'heure on appelle ça des patchs, là, à l'époque, là, c'était les 8, là. Et on faisait aussi, ils me payaient aussi 5 un quart d'heure à 5 de style libre qu'on appelle saut, spin, ce genre de choses-là. Et à la fin de ce quart d'heure-là, on prenait 1 ou 2 minutes pour faire de la danse. Je peux te dire que je ne suis pas restée longtemps en danse. Mais c'est juste pour te dire, c'était quoi les conditions dans lesquelles je Ben faisais du oui. patinage artistique. Donc, je peux patiner, mettons, 40 heures semaine, mais j'avais une demi-heure de cours. OK. Fait que c'était vraiment de la détermination à ton très jeune Tellement, âge. tellement, Incroyable. Et tellement. là, cette détermination-là, t'arrêtes à l'âge de 18 ans par blessure, Ouais. par blessure. OK. Oui, mais j'ai quand même continué un petit peu quand j'ai déménagé à Montréal. Je continuais dans un aréna à côté, mais dès que j'ai commencé à travailler en politique pour Jacques Parizeau, j'ai dû quitter. Tu as dû quitter Oui, parce que là, tu as fait des études en sciences politiques. oui. Qu'est-ce qui a guidé ce choix-là? Ah oui, je vais t'expliquer ça. Je voulais devenir journaliste, Oui. écrivaine, journaliste. C'était pas mal ça. Mais j'avais écrit aussi à la presse, à Lisanne Gagnon, la chroniqueuse. Je lui avais dit, qu'est-ce que je devrais faire? Puis elle m'avait réécrit. Puis je lui avais dit mes passions et tout ça, mon objectif. Elle m'avait dit, va pas te chercher un cours qui va te donner un contenant, va chercher un cours qui va te donner un contenu. Et c'est là où j'ai choisi sciences politiques. Je me souviens, j'avais littérature, communication, sciences politiques. Puis moi, je me suis dit aussi, quelles études vont te permettre d'être le plus utile à ta société? OK, quand Ça a été même. ma question. Oui. Puis c'est ça, j'ai choisi sciences politiques. Sciences politiques. Ouais. Alors là, tu fais tes études et là, tu déménages à Montréal. Là, est-ce que Montréal te permet d'avoir cette liberté-là, cette Ouais. mobilité-là? Il faut savoir qu'à partir de 13-14 ans, tous les week-ends, je partais en autobus, plus Oui. métro, marcher sur la rue Saint-Laurent, OK. marcher la rue Saint-Denis. Oh mon Dieu, la rue Sherbrooke. Seule, je OK. passais mon temps en ville. J'adore Montréal. Donc, effectivement, je me suis installée sur la rue Bordeaux, au coin de la rue Rachel. Et c'est à partir de là, j'étais à l'université, effectivement, à ce moment-là. À l'université. Et là, tu fais ton parcours universitaire. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait le bon choix, justement? Ah, ça, c'est drôle parce que je suis très, très contente de mon choix. J'ai adoré mes études universitaires. J'ai adoré mon passage à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac. J'ai commencé une maîtrise. J'ai fait la scolarité de maîtrise en sciences politiques. J'ai trouvé ça très difficile, mais j'ai adoré ça. Et j'allais commencer mon mémoire de maîtrise quand j'ai eu le travail avec Jacques Parizeau, puis j'ai décidé de le faire, de sauter, parce que c'était une chance en or à une période très difficile économiquement. C'était le début d'une grosse récession. Puis on n'embauchait pas dans les médias à ce moment-là. Mais c'était quoi la question encore? Je m'excuse. Non, bien, en fait, est-ce que tu avais fait le bon choix Oui, de ça? exactement. C'est ça?
Fait que moi, je pense que j'ai fait le bon choix, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'autres sujets qui m'auraient intéressée. Je me rends compte que, franchement, j'adore la finance. OK. Alors que quand j'étais toute jeune, je me voyais pas du tout là. Moi, c'était arts, lettres, sciences politiques. Mais sérieux, la finance, j'aurais beaucoup aimé ça. Tu aurais beaucoup aimé ça. Ouais. Mais t'as-tu été influencée? Moi, mon père, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, moi, je viens d'une famille de médecins. Et là, mon père, il disait, ben là, ça en prend une médecin dans la famille. Puis moi, je voulais aider les gens. Fait qu'il va au cégep, 85 de moyenne, pas accepté en médecine. Fait que là, je m'en vais en microbiologie. 85, wow! Moi, puis là, ben, c'est que ça prenait 95. Fait que là, je commence un bac en microbiologie, me ramasse célibataire, tu sais, des filles à l'université. Fait que j'ai pas eu la moyenne de A+ pour rentrer en médecine. Fait que là, j'ai décidé de faire mon génie chimique. Mais à la base, moi aussi, j'étais acceptée au HEC. Mais mon père m'avait dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire en finance? Ça n'a pas de bon sens. Va-t'en en médecine, tu vas avoir un impact, tu vas aider les gens. Toi, est-ce que tes parents t'ont laissé faire le choix que tu voulais? Oui, moi, je pense que ça, c'est une des grandes valeurs que j'ai reçues. Puis je fais la même chose avec mes garçons. Avec tes garçons. Oui, on m'a pas influencée. On m'a laissé devenir pleinement qui je suis. Et ça, je leur en dois vraiment beaucoup. J'en rends toute une, franchement. Puis je fais la même chose avec mes garçons. Mais ils m'ont influencée. Oui. Ils m'ont influencée parce que mon père, lui, avait étudié à l'Université de Montréal en littérature ou en études françaises. Et moi, c'était clair, net et précis que c'était l'Université de Montréal. Ça ne pouvait pas être ailleurs. OK. Ouais. Fait que tu as fait ça. Et là, tu fais tes études, mais tu as une opportunité de travailler avec Jacques Parizeau. Oui. Tu as quel âge à ce moment-là? Je viens d'avoir 22 ans. J'ai fait un stage à la presse. En fait, à 21 ans, je fais un stage à Radio-Canada pour la course autour du monde. Puis finalement, je suis choisie dans les semi-finalistes, mais je ne suis pas dans les finalistes qui partent. L'année suivante, je suis choisie à la presse pour être stagiaire à la presse, mais entre toi et moi, je suis la 9e. Ils ne m'ont pas choisie sur genre 500 ou 800. Là, c'est incroyable, ces concours-là. Mais il y a quelqu'un qui se désiste. Je fais le stage à la presse. Un été extraordinaire, l'été de mes 22 ans. Et là, je cherche à travailler donc pour des médias. Je travaille un peu pour des médias. Mais c'est un concours de circonstances qui est un petit peu long à raconter, mais c'est un concours de circonstances hallucinant qui fait en sorte qu'un jour, je me retrouve à être approchée pour devenir son attachée de presse. J'ai aidé une dame dans la rue. Je ne veux pas le raconter au complet, on va passer l'entrevue là-dessus, mais j'ai aidé une dame à transporter un meuble à 5h moins quart un jour de semaine dans ma rue. Puis ça m'a amenée à être attachée de presse de Jacques Parizeau. T'es pas sérieux. J'avais aucun contact avec son équipe. C'était qui cette dame-là? C'était ma voisine. C'était OK. ma voisine. Puis elle a donné mon nom. Je vais raconter ça rapidement. Elle a donné mon nom à quelqu'un parce que je lui ai dit, je ne peux pas aller prendre un thé chez vous. Je suis une journaliste pigiste. Elle a dit ça à son voisin. Je pense que le voisin, il cherchait plus à rencontrer une jolie fille. Elle lui a dit, hey, jolie, toi, tu es journaliste pigiste. Va jaser avec elle. Le prétexte, il me donne une pige où? À l'Université de Montréal, au Forum de l'Université de Montréal. Je fais une pige au Forum de l'Université de Montréal, une autre. Et la dame qui me donnait des piges a pensé à moi quand elle a appris de son cousin qui travaillait avec Jacques Parizeau, qui avait un poste ouvert. Wow. Bref. Fait que si je n'avais pas aidé cette femme-là dans la rue... C'est-tu drôle, la vie, hein? C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et là, tu as quel âge à ce moment-là quand tu commences à travailler? J'ai 22 ans. Et j'y crois pas. En passant, je ne veux pas ce poste-là au début. OK. Parce que moi, je vais être journaliste. Oui. Puis je me dis, si je vais travailler pour lui, je suis foutue. Sauf que vraiment, l'économie est très, très à terre. Et les gens... Puis à un moment donné, je réalise là, que, franchement, j'ai peut-être une chance en or. Quand elle m'appelle pour me dire, veux-tu être attachée de presse? Je dis, ben non, je ne veux pas être attachée de presse. Oui, mais... non, mais là, elle dit, c'est vraiment pour Jacques Parizeau, Mère-Josée. Oui. Mais il doit en avoir 24 attachés de presse. Non, Mère-Josée. J'ai rien dans la vie. Je ne suis pas capable de payer mon loyer de 340. Bien, je ne suis pas capable, c'est pas vrai. Là. Je fais tout pour le payer. J'ai réussi, oui. Mais je me souviens, le loyer, 340 par mois sur la rue Fabre. Je n'ai pas les moyens de dire non à ça. Oui. Je suis au tout début de ma vie. Là. Ben oui. J'ai 22 ans. Je n'ai pas les moyens de dire non à ça. Mais je résiste quand même jusqu'à temps que je décide d'y aller. J'ai jamais senti de compétition. Je ne pense pas qu'il y avait des gens qui étaient en compétition avec moi. Et ils m'ont embauché. Ah, wow! C'est fou. Et là, tu es resté combien de temps? 6 ans. 6 ans dans cette fonction-là. 6 ans. Fait que là, tu étais très proche de Jacques Parizeau. Ben oui, mon Dieu. Fait que là, c'est comme... Mon entrevue, là, oui. mon entrevue, je l'ai fait chez lui un dimanche soir sur la rue Robert à Outremont. OK.
Et puis, c'est quoi, Il m'a mettons? appelé un taxi pour que je retourne chez moi. J'en revenais pas. C'est le fun. Puis c'est quoi des belles anecdotes, des beaux souvenirs de ce OK, parcours-là? ben, extraordinaire. Mais tu sais, la première journée, tu arrives là-bas, tu sais, c'est au mois de novembre, tu arrives à l'Assemblée nationale. Au mois de novembre, grosse, grosse tempête de neige. C'est la première journée de Bélanger-Campeau, la commission. Tu sais, c'était après Mitch, hein? Donc, il y a eu la commission Bélanger-Campeau, le référendum sur Charlottetown, l'élection du Bloc québécois, la première élection du Bloc québécois, l'élection du Parti québécois et le référendum de 95. Ça, c'est mes 6 ans. Bon, à travers Wow! ça, c'est fou, 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 fou. Mais je te dirais, il y a plusieurs moments marquants, mais un dont je pourrais te parler maintenant qui a été vraiment formateur, c'est que M. Parizeau, il lui accordait absolument aucune importance à l'âge des gens. Donc, tu as 22 ans, 42, 52, 75, ça n'a pas d'importance pour lui. Il n'y a pas de différence pour lui. Et je me suis rendu compte rapidement que j'avais un poste de haute responsabilité. Même si j'étais la dernière venue, même si j'étais la plus jeune, même si j'avais une face de bébé à ce moment-là. Oui. M. Parizeau, on avait des rapports très, très, très cordiaux avec lui, mais c'était formel. Hein? Je l'appelais monsieur, il m'appelait Madame Gagnon. Et je lui écrivais des notes. Donc, note à Jacques Parizeau de Marie-Josée Gagnon, la date, le sujet, votre discours de ce soir. Et là, je lui ai écrit, écoutez, ça serait bien, je pense, ce soir, que vous citiez ceci. Je ne me souviens plus c'était quoi, mais il y a une citation que j'ai trouvée qui serait tout à fait pourrait convenir au message qu'on a ce soir. Puis je donne ça à son adjointe qui met ça dans le grand cahier, puis lui, il lit ses notes, une après l'autre. Mais le soir du discours, il a sorti de son veston la feuille, puis il a lu la citation. Il n'a pas dit ma note, évidemment, il n'a pas parlé de la note, il a juste lu la citation. Et là, ça a été pour moi une révélation. Oui. Une révélation de Là, tu viens de comprendre dans quelle chaise que tu es. Exactement. Puis la confiance que cet homme-là m'a donnée. Je fais la même chose avec mes employés aujourd'hui. Oui. L'âge n'est pas important pour moi. Puis, puis là, on va en parler tantôt de Casacom, mais tu as déjà ton plan de relève en place. Mhm. Ça, c'est exceptionnel. Là. On Mhm. voit ça. Là. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, fait que tu vas avoir la chance. Alors là, tu fais un beau parcours avec lui, la confiance se bâtit et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe au bout de 6 ans? Bien, M. Parizeau va démissionner après le référendum, mais le référendum est le 30 octobre, puis il démissionne au mois de février. En fait, il démissionne le lendemain, mais il quitte au mois de février, puis je décide évidemment de rester avec lui jusqu'à la fin. Cette période-là a été bénie en passant. Ça a été une période où tout le monde, tu sais, c'était émotivement très engageant, c'était beau. En fait, c'était une belle période. Et il me dit, Madame Gagnon, qu'est-ce que vous diriez d'aller à Paris, à la délégation du Québec à Paris, pour être directrice de cabinet de Marcel Mars, qui venait juste d'être nommé. Puis moi, j'ai toujours rêvé, ça c'est une chose qui a marqué mon enfance, que j'ai toujours rêvé de la France. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé de la France. Puis tu es une fille de ville. Puis là, on s'entend-tu que s'il y a une belle ville, c'est Paris? Exactement. Mais moi, c'était toute la France qui m'intéressait. Je lisais tous les magazines. Je passais le journal, évidemment, puis je brûlais ma paye au dépanneur avec des magazines français. La France, la France, la France, la France. Et évidemment, j'avais été en France plusieurs fois. J'ai même fait une visite dans les moments incroyables avec Jacques Parizeau en janvier 95, une visite officielle à Paris, où on dort au Crillon, puis on a... toutes les rues sont barrées quand on passe en auto. J'ai vécu des choses assez incroyables en France, mais quand il m'offre ça, j'ai vraiment de la misère à dire non. Oui. Et je décide d'y aller. Et là, es-tu mariée? J'ai un conjoint à ce moment-là qui va devenir le père de mon premier enfant. OK. Mais je décide quand même de sauter. Je me dis, c'est une chance en or d'aller vivre en France. Oui. Je rêve de ça. Et je suis allée. Et c'est très drôle parce que je dis souvent que je suis passée de la première priorité du gouvernement, le bureau du premier ministre, à la dernière priorité du gouvernement, une délégation du Québec. Okay. Et c'est pas gentil pour les gens des délégations, mais ça dépend des gouvernements. Oui. En fait, ça dépend des gouvernements, ça dépend des délégués aussi. Au moment où j'ai été nommée là, Lucien Bouchard était nommé premier ministre, puis il venait de couper dans toutes les délégations. C'était vraiment pas sa priorité. Sa priorité, c'était le déficit zéro,
Hein, on se souviendra de cette période-là. Donc, je me suis ennuyée. Oui. Ennuyée. On m'a même offert de rester dans la fonction publique. On m'a offert un poste permanent dans la diplomatie. J'ai dit non sur le champ. Il n'y en était pas question. Sauf que cette période-là, j'ai dit oui à ça. J'ai adoré vivre à Paris, évidemment. Et j'ai découvert c'était quoi un samedi après-midi, un mardi soir. J'ai découvert c'était quoi être seule. J'ai découvert le temps libre. Oui. Et dans ce temps libre-là, je l'ai occupé à faire plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui. Et aussi à découvrir des choses comme tout ce qui est le vin. J'ai suivi des cours sur le vin. J'allais dans les foires des caves particulières à Paris. J'allais visiter des vignobles. Bon, je me suis embarquée là-dedans aussi. L'histoire, l'architecture, toutes les visites guidées, je les ai faites. Je faisais la tournée des théâtres. Bon, j'ai vraiment, là, j'en ai profité. Je prenais des pots avec mes amis français. Je veux dire, j'en ai vraiment profité. Mais il est arrivé quelque chose pendant cette période-là, à l'intérieur de moi, et OK. monté quelque chose que j'ignorais, un désir de mener moi-même ma vie professionnelle, OK. d'être une entrepreneur. OK. C'est monté parce qu'il y avait de l'espace. Avec Jacques Parizeau, c'était 365 jours, 24 heures sur 24. J'exagère un peu, là, mais on se comprend, je n'avais pas d'agenda. J'ai jamais eu d'agenda pendant les 6 ans. Je n'avais pas d'agenda personnel. Mon agenda était son agenda. Oui. C'est particulier, là. Fait que tu n'as Oui. pas d'espace pour toi. Oui. Je ne regrette rien. Puis je critique Ça a pas. été une superbe école, on Ah non, c'est s'entend, ça. là, tu sais. Fantastique. Mais là, j'ai un agenda et j'ai du temps. Et ça monte. C'est vraiment, c'est comme allô. Allô? Ah, c'était qui toi? Tu sais, Oui. t'es Oui. qui toi? T'es une entrepreneur. Ah bon? Personne ne te l'a dit. Personne ne t'a parlé de ça. Ça a été un petit choc. Et là, ça a été qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que Parce je que deviens? toi, tu disais, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, moi, je fais un parallèle, tu sais, avec ton d'entrée de jeu, tu sais, l'espèce de discipline puis de drive que tu as eu, puis cette détermination-là. Tu pouvais pas avoir, même si tu étais à Paris, puis que tu découvrais tout le côté culturel, tu pouvais pas rester dans un travail, une job tablette, Exact. mettons, là. Fallait que tu crées quelque chose. Exact. Puis là, tu es resté combien de temps à Paris? Je suis restée presque 2 ans. OK. Mais aussi, je me voyais pas continuer là-bas parce que je voyais bien toutes les embûches qu'il y a sur le parcours professionnel des femmes puis des jeunes Oui. qui sont pas diplômés des HEC de Paris ou qui sont pas diplômés de sciences politiques de Paris. Et donc, ou qui appartiennent pas à telle famille. On est pas dans un autre système. Je suis rentrée au Québec vraiment, j'aurais pu rester en France. Hein. Très longtemps, j'aurais pu faire ma vie en France, moi qui adore la France. Mais je me suis dit, la vie est plus simple au Québec. J'ai besoin de cette simplicité-là. J'ai besoin de ces possibilités-là aussi. Oui. Et ma sœur venait de faire un enfant. Bon, puis j'ai eu peur de perdre mes contacts. Fait que je suis rentrée assez vite. OK. Mm. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que si on prend le monde, tu sais, t'es dans IO, Montréal, tu sais, qui est fondé par Vern Harnish, le fondateur de Scaling Up. Mhm. Et le seul endroit au monde où on n'a pas de chapitre, et le chapitre, c'est en France. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ouverts nécessairement aux nouvelles pratiques d'affaires. Tu sais, leur style de gestion est très hiérarchique. Tu sais, donc, on n'est pas capable d'avoir des coachs scaling up là-bas. Tu sais, moi, j'aimerais ça, travailler dans la Ah mon francophonie. Dieu, tu serais tellement bonne. Tu leur rapporterais tellement. mais justement, ça prend une ouverture, tu sais. Faut aller là. Faut aller là. Oui, c'est ça. Faut faire quelque chose, Cléo. Oui, Je te jure. OK. Parce que c'est un méchant défi, mais j'arrête pas de me battre pour ça. Je veux ça, mais c'est pas facile. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Alors là, fait que je comprends, tu sais, ce désir-là. Puis c'est vrai que quand tu compares, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis coachs, tu sais, qui sont en Europe et tout ça. Puis quand je vois la France, les femmes sont beaucoup plus libérées ici, on va le dire d'une certaine façon. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, tu vas avoir cette liberté-là de faire pas mal ce que tu as envie de faire sans jugement. Alors, tu reviens ici et c'est à ce moment-là que tu crées Casacom? Non, j'ai pas le courage, Cléo. Okay. J'ai pas le courage, j'ai pas une idée claire non plus. Je vais rentrer à Montréal, je vais être directrice générale des communications de la Banque Laurentienne pendant 1 an.
Je vais remplacer quelqu'un en congé de maternité. Après, le président de la banque va me sortir à luncher pour m'inviter à rester à la banque en planification stratégique. Je l'ai remercié, mais j'avais vraiment, mais vraiment pas le goût de rester. C'est pas fait pour moi, les grandes structures. Et là, j'ai été travailler pour une firme d'ingénierie et construction pendant 2-3 ans. J'ai fait un enfant, j'ai fait mon premier enfant, Philippe. Ça a été fantastique, mais j'ai travaillé pour un entrepreneur. Ça m'a inspiré, ça a continué de m'inspirer. Mais pendant ces années-là, c'était clair, net et précis que j'étais pour me lancer en affaires, mais j'hésitais tellement. En fait, je n'étais pas certaine que je me lancerais en affaires parce que je doutais tellement de mes capacités. Ça se peut pas, là. J'avais peur. Je vais juste faire un petit aparté. La semaine passée, j'ai assisté à la belle Marie-Josée qui a gagné le leader d'influence du prix des femmes d'affaires du Québec. Donc, tu viens juste d'être honorée pour ton leadership. Fait que, parenthèse. Oui, je le sais. C'est incroyable. J'aurais pu ne jamais faire ça. Puis je pourrais, OK, je vais essayer. Tu sais, ne pas faire ce que j'ai fait aurait été, oh mon Dieu, je ne sais pas, tu sais, c'est difficile à dire parce que j'aurais eu un autre parcours, mais sachant ce que je sais aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ça aurait été un drame que je ne parte pas en affaires. Exact. Okay, un drame. Parce que je suis devenue toujours une meilleure version de moi-même. J'ai eu de l'impact énormément, puis je continue d'en avoir, je le sais. Tellement. Puis je me nourris de ça. Oui. Et l'autre chose, ça j'en suis certaine, parce que le reste, bon, c'est assez... subjectif. Je suis profondément heureuse et satisfaite. Oui. Profondément heureuse et satisfaite. Mais ça, c'est-tu le fun d'entendre une femme dire ça? Tu sais, c'est comme au lieu de dire d'être une éternelle insatisfaite, c'est de dire non, je suis bien, je suis fière de la femme que je suis présentement, puis je peux-tu juste donner au suivant? Exact. C'est là où je suis, puis ça fait longtemps que je suis là. Si j'avais pas puisé au fond de moi, je te le dis, au fond de moi, le courage, j'aurais pas eu la vie que j'ai là. Mais qu'est-ce qui t'a donné le courage, justement, de partir? Plein de petites choses, le temps, mais à un moment donné, il y a eu un déclic. J'aime ta question. Il y a eu un gros déclic. Je vais te l'expliquer, c'est quoi? Je viens d'avoir un garçon au mois d'août 2000. Je prends un petit congé de maternité de quelques mois. Quand je reviens au bureau au mois de janvier, ils n'ont rien fait de ce que je leur ai demandé. Nous autres, on installait des éoliennes en Gaspésie, puis je leur avais demandé, tu sais, faites attention à la communauté, faites ci, faites ça, faites ci. Ils ont embauché une firme de relations publiques, ils l'ont mis sur un retainer, mais c'était juste au cas où il y aurait une crise. Ils n'ont rien fait de ce que je leur ai demandé. D'être proactif par rapport au projet. Puis continuer le dialogue, parce que en arrêtant le dialogue, ben c'est comme si je devais recommencer, moi. Et là, j'ai fait, c'est pas vrai que moi, je vais faire un enfant, puis que chaque jour, je vais quitter ma maison pour une organisation ou un travail qui ne vaut pas la peine. Oui. Moi, ça a été ça le déclic. Oui. Alors, à partir de maintenant, quand je vais quitter ma maison pour me lancer, pour aller travailler, ça va vraiment valoir la peine. Oui. Mon garçon, il mérite ça. Oui. Et c'est ça qui est arrivé. Mais tu vois, ça, c'est au mois de janvier et ce n'est que le 11 septembre que je suis partie en affaires. Mais sais-tu qu'on a une histoire similaire? C'est vrai. Oui, parce que moi, j'étais enceinte de mon fils, François, et mon père est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale à 56 ans. Et moi, j'étais dans la grande entreprise, une école extraordinaire, donc Wyatt à l'époque, compagnie pharmaceutique, ça a été la plus belle école. J'ai été certifiée Lean Six Sigma, blablabla, et tout ça. Mais j'avais des patrons qui m'avaient dit, toi, tu grandiras pas dans la structure. Toi, tu es bonne, mais tu te challenges beaucoup, fait qu'on va te faire des déplacements latéraux dans la business. Mais j'avais aucune chance de monter. C'est ça, maman, watch-moi bien. Fait que j'ai commencé, alors là, quand mon père est décédé, 1 an après, j'ai parti à mon compte. J'ai dit, je vais suivre ma voie. Moi, ce que j'aime, c'est le coaching. J'aime accompagner des gens. Je voulais m'en aller en médecine pour aider des gens. J'ai été dans le pharmaceutique pour aider des gens. Là, je vais être proche du monde. Là, je veux du concret. Donnez-moi ça, du concret. Puis là, j'ai décidé de me lancer en affaires pour justement, comme toi, me lever à tous les matins et dire, regarde, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Et j'ai revu ce patron-là des années plus tard. J'ai comme fait, hein? I did it. Ouais. C'est comme, tu pensais que je n'étais pas capable, mais aujourd'hui, c'est comme, ça fait du bien. C'est devenu mon premier client, moi. Imagine. Il était très fâché sur le coup, mais après, il est devenu mon premier client.
Il a compris. Et Ben comme oui. moi, mon premier client, c'était mon employeur aussi. Fait que tu commences, alors là, tu décides de te lancer, tu as cet appel-là, cette raison d'être-là qui vient claire pour toi. Oui, puis aussi, au fil des ans, je décide qu'est-ce que je vais faire, tu sais, parce que Oui, j'avais plein de business que je voulais lancer. Mais je me suis dit à un moment donné, garde, tu as 32 ans, 33 ans, je ne me souviens plus exactement, 33, je pense. Tu es bonne là-dedans. oui, Ben, fais ça. oui. J'avais jamais travaillé dans un cabinet de relations publiques ou de communication. J'avais jamais été entrepreneur. Jamais été dans une situation où je n'avais pas de paye assurée à chaque 2 semaines. J'avais jamais été dans une situation où il fallait que je vende quoi que ce soit. En fait, oui, j'ai essayé de vendre des vêtements quand j'étais adolescente, puis c'est une catastrophe. Alors, j'étais pas très confiante que je serais capable de tout faire ça, mais finalement, la volonté de vivre ma propre vie et d'être sur mon propre bateau était trop forte, trop forte. Puis ça, on encourage les femmes à écouter ça, hein? Parce Mhm. que, tu sais, puis il n'est jamais trop tard pour Ah changer non, de carrière. ben rien. Il n'est jamais trop tard pour rien. Rien. Tu sais. Exact, Faites une exact. carrière en passage artistique, là, quand même. Mais on se comprend, Oui, là, tu oui, sais. oui, Ouais, exactement, ouais. exactement. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Casacom est pan-canadien. Vous avez Mhm. des gros clients comme Toyota, Mm. Kiewit, tu sais, des gros clients, Mhm. là, tu sais, Aéroplan, tu sais, je veux Mhm. dire, on connaît tous ces Absolument. noms-là. Et on parle d'une équipe de Trentaine de personnes. une trentaine de personnes avec un bureau à Ouais. Toronto. Tu sais, alors là, c'est comme, tu sais, c'est wow, là. Oui, mais c'est pas ces choses-là qui vont m'impressionner le plus. Ce qui m'impressionne le plus, c'est d'avoir été capable de faire grandir ça Oui. au niveau qualitatif tout le temps. Mm. Moi, ma stratégie d'affaires, là, c'est d'embaucher les meilleurs, les garder, les motiver, puis me réinventer tout le temps. Cette réinvention-là, c'est ça qui me plaît. Puis je dis toujours que je polis un diamant. Tu sais, les Oui. gens, ils me demandent jusqu'à où tu vas amener ça. Je sais pas. Je polis un diamant. Oui. J'ai-tu de l'impact? On est toujours en train de s'améliorer chez Casacom. Toujours, 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 toujours en train de s'élever. Il n'y a personne qui fait du surplace chez nous. Ça, Oui. ça fait partie de qui nous sommes. Puis jamais tu vas m'entendre dire qu'une telle n'est pas capable de faire une affaire, tu sais, ou un tel n'est pas capable. Tu sais, Oui. c'est let's go. Let's go, on va le faire. Il n'y en Puis a pas, il n'y a rien il d'impossible. n'y a rien d'impossible. C'est plus ça qui me motive. Puis de voir l'impact que j'ai sur mes employés puis sur mes clients, ça m'impressionne. Les gros noms et tout ça, non, ça, c'est pas les gros noms, les gros revenus, les gros contrats. Je suis contente. Je suis contente. Des Mais fois, c'est ça le nous fun. permet C'est une belle de, des fois, ça notoriété. nous permet de faire des choses encore plus extraordinaires. Tu sais, quand le président d'Aliment Ultima qui a lancé Yogo, le Yogo m'a appelé en décembre 2010 pour me dire Marie-Josée, tu veux-tu embarquer? On a quelque chose de gros qui s'en vient. Ben oui, ça a été extraordinaire. Puis Oui. là, récemment, on vient de terminer une campagne. Ben, on n'a pas terminé, on est en pleine campagne pour les directeurs d'école, la Fédération des directeurs d'école. Au Québec, on a fait une campagne de pub, une campagne de valorisation. C'est une superbe campagne. Puis je sais qu'on a de l'impact. Ça, c'est C'est ça. d'avoir un travail d'impact. Puis de voir Exactement. mes employés heureux de faire ça, Oui. heureux, heureuses de faire ça, sentir qu'ils font une différence, qu'il y ait un sens dans leur travail. C'est ça que Puis on j'aime. s'entend-tu que c'est les seuls, en fait, moi, c'est les seules entreprises qui vont être pérennes, qui vont Mm, continuer à avoir une certaine croissance, c'est quand on est capable de donner du sens mm, à ce que chacun des humains dans ton mm. organisation fait et contribue. Exact. Et que collectivement, tu as un impact qui est plus grand que l'organisation. Mais toi, dans le fond, c'est que tu as créé ce véhicule-là où tu peux vivre tes valeurs. Exact. Mais j'ai toujours dit que Casacom, c'est un moyen pour moi. C'est un moyen d'expression de moi-même. Oui, C'est une création qui me permet de m'exprimer, mais qui permet aussi à d'autres de s'exprimer. oui. Je ne suis plus toute seule dans cette boîte-là, évidemment. Je n'ai jamais été seule. Même le jour 1, j'avais une adjointe. Mais c'est ça. On l'a construit ensemble. Puis Pour ceux qui ne connaissent pas Casacom, qu'est-ce que vous faites exactement? Casacom, c'est une firme de relations publiques et de communication intégrée, pan-canadienne, effectivement, avec un bureau à Montréal, fondé à Montréal en 2001, avec un bureau à Toronto depuis 2011-2012. Donc, ça fait quand même longtemps. On fait de la communication et des relations publiques intégrées. On aide les clients à atteindre leurs objectifs d'affaires
avec des moyens de communication. Là, et des relations publiques. J'aimerais juste faire une pause sur relations publiques. Moi, j'ai une visite, tu sais, tu peux t'imaginer, je suis une personne qui aime les choses d'envergure. Je ne m'associe pas à des petites choses. Et pour moi, les relations publiques, ce n'est pas un petit métier. Relations publiques a été mal traduit, malheureusement, en français. Les relations publiques, c'est public relations. C'est les relations avec les publics. Ah, nuance. Et nuance. Et les relations avec les publics, ça veut dire les relations que les organisations ont avec les gens qui sont les plus précieux pour eux. Donc, nous, on regarde une organisation, puis on regarde où elle se situe, quels sont ses enjeux d'affaires, etc. Puis on regarde comment les relations publiques et les moyens de communication peuvent aider cette entreprise-là à vraiment devenir elle-même, pleinement elle-même. OK? Comment on va faire ressortir son unicité, comment on va lui permettre d'améliorer, bonifier ses relations avec ses publics cibles, avec ses parties prenantes. Tu sais, dans nos vies, là, moi, je compare beaucoup les entreprises aux individus. Premièrement, Cléo, tu es unique, n'est-ce pas? Oui. Tu te connais, tu as une vision sur ta vie. C'est ça que je veux pour les entreprises. Oui. L'autre chose que je veux que tu vives la vie à laquelle tu es destinée. Je veux la même chose pour les entreprises. Plein potentiel d'une organisation. Plein potentiel d'une organisation. Tu ne vis pas seul sur une île. Tu vis en relation avec d'autres, dans un contexte X, Y, Z. Tu as des contraintes. Même chose pour les organisations. Et là, nous, on est là pour dénouer les nœuds, amplifier des choses, faire en sorte que l'organisation performe pleinement grâce aux relations publiques et aux communications. Ceci étant dit, on a ajouté dans les 2 dernières années tout ce qui est ESG, critères ESG, donc au-delà même des communications, parce que comment les organisations font des affaires, c'est la plus haute forme de relations publiques, à mon avis. Oui. Exact. Ben oui, tout à fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas le ESG, on parle d'environnement, gouvernance sociale, qui est vraiment la nouvelle tendance qu'on voit un peu partout. Et il ne faut pas sous-estimer non plus, vous êtes approuvé B Corp. Oui. Fait qu'on a reçu Annie Rouleau sur le podcast de Huntington Company. Je suis sûre que tu connais. Une grande inspiration, Annie. Oui. Alors, parle-nous un peu de ce choix-là. Écoute, je pense qu'on dit souvent à nos clients dans le domaine ESG, vous faites beaucoup de choses déjà. Oui. Souvent, nos clients n'ont pas fait le portrait de ce qu'ils font. Oui. Ils n'ont pas fait l'inventaire. Fait que c'est B Corp, ça a été ça pour moi. Ça a été de dire, OK, je sais que je fais plein de bonnes choses. Je sais que je suis une candidate parfaite pour B Corp. Est-ce que je peux faire le portrait de mon organisation? Fait que grâce à B Corp, j'ai fait la certification, donc j'ai fait un portrait. Puis, en étant certifié, après, tu te dis, OK, maintenant que je connais mon portrait, où je veux aller à partir de maintenant. Oui. Et ça devient une motivation. Parce que B Corp, c'est vraiment d'être une meilleure version de soi-même tout le temps, comme organisation, mais à partir d'un portrait, tu sais. Fait que puis moi, je crois vraiment au service social, au service public, au service social. Oui. Évidemment, on sait d'où ça vient. Oui. J'ai commencé là-dedans. Contribuer comme individu ou comme organisation à améliorer le monde autour de moi, pour moi, c'est de base. Oui. Ça fait partie. C'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Ça fait partie de ce que je dois faire, de ce que tout le monde doit faire. Et donc, la pratique ESG s'est inscrite là-dedans. B Corp s'inscrit là-dedans. Puis, on avance. On est toujours en train de polir le diamant. Oui. C'est ça, polir le diamant. D'évoluer. Et comment... Et tantôt, tu as dit quelque chose, juste pour que je comprenne bien, tu as parlé de relations publiques et de communication intégrée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, quand j'étais... ça a été la vision de départ en passant. OK. C'était vraiment la vision. Moi, je me disais, qu'est-ce qui manque dans l'univers? OK. Je trouvais que les relations publiques, les firmes de relations publiques étaient réductrices. Tout était tourné autour des relations de presse. Oui. Bien, voyons donc, il y a bien plus que ça dans la relation publique. Ce n'est pas juste la relation de presse. Je trouvais aussi que ça manquait de globalité parce que quand j'étais un employé, le patron venait me voir pour n'importe quoi. Pour une gestion de crise, pour une vidéo, pour une brochure, pour un événement. Il venait me voir pour tout.
Fait que je trouvais que les firmes de relations publiques étaient très étroites, finalement, Oui. dans leur... Pourquoi ils livraient aussi peu, finalement? L'autre chose que je trouvais qu'il manquait dans le monde des relations publiques, de l'innovation, puis aussi un beau mariage avec le traditionnel, le mariage des deux. Puis je trouvais par ailleurs qu'il manquait d'humanité à l'époque. Oui. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré, là, mais à l'époque, il manquait d'humanité. Donc, moi, j'ai voulu mélanger excellence et humanité. Mais pour revenir à ta question, on a créé Casacom, la maison des communications, pour englober, pour venir, pour que toutes les Le disciplines, parapluie toutes de les faire. disciplines de relations publiques et de communication soient à l'intérieur de la maison pour bien servir le client. Parce que le client, quand il arrive chez moi puis qu'il lance un produit, par exemple, j'ai un nouveau produit à lancer, ben ça donne qu'en même temps qu'il lance son produit, je prends Yogo, les yogourts Yogo qu'on a lancés en 2012. Ben, quand il est arrivé avec ce produit-là, ce nouveau produit-là, on savait qu'on avait de gros enjeux parce qu'on avait 2 coopératives qui étaient propriétaires de la société. Est-ce qu'ils étaient pour faire confiance? Est-ce que les membres des coopératives étaient pour faire confiance à cette nouvelle marque-là? C'était fondamental pour nous de parler à ces membres-là. Là, on ne parle pas du même métier que de lancer un produit de consommation, là. C'est un autre métier. Oui. L'autre chose, l'entreprise Alimentima, qui maintenant devenait beaucoup plus indépendante avec ce produit-là, devait se développer une image corporative, une identité corporative. Elle devait devenir une vraie entreprise. Donc, on a travaillé à créer ça. Interne, externe, tout ce qui est mission, vision, valeur. Sa propre identité. Sa propre identité. Même chose pour le produit. On n'a pas travaillé seul en passant. Ce lancement-là était gigantesque. On a travaillé avec Dentsuba, qui était la firme de pub. Et nous, à ce moment-là, on était limités, entre guillemets, dans tout ce qui était relations publiques, communication, qui était très vaste dans le mandat. Et donc, ce que j'ai voulu créer avec Casacom, c'est la capacité de répondre à l'ensemble des besoins d'un client quand il arrive chez moi. Je ne veux pas qu'il me quitte parce qu'il y a une crise. Je ne peux pas le servir. Oui, je comprends. Comme mon patron venait me voir pour n'importe quoi. Je veux dire, c'est la même chose. Donc, chez Casacom, il y a un studio de conception, de production, de vidéo, de publicité. On a un studio de balado. Mais aussi, on a une équipe qui fait des relations gouvernementales parce que les relations avec les gouvernements, c'est une relation qui est très précieuse. On a un autre qui est plus du côté corporatif, la relation avec les investisseurs, la relation avec les employés. Donc, j'ai des équipes qui couvrent toutes les facettes. Donc, voilà. Puis, aujourd'hui, on est beaucoup plus B2B. Oui. Probablement 80% B2B que B2C. Oui. Fait que ça fait le tour ça fait un petit peu, bien, on comprend bien. Ouais. Puis dans cette évolution-là constante, justement, du modèle d'affaires, on assiste à une grande transformation dans les 10 dernières années avec l'intégration des technologies, les réseaux sociaux, tout ça. Comment vous vous êtes adapté? Parce que ça a amené des nouvelles compétences nécessairement. Constamment. Oui. Constamment. Je te dirais que j'ai appris quelque chose. Tu sais, autour de 2005, 2006, 2007, là, j'ai appris que je ne veux pas nécessairement être un early adopter. Je veux être la première après. Tu sais. OK. Parce que pendant des années, j'ai plaidé pour les médias sociaux. J'ai préparé le terrain, mais ça m'a pris des années d'efforts. Je prêchais un peu dans le désert. J'étais trop d'avance. Oui. Avec tout ce qui était médias sociaux. C'est comme tu rames à contre-courant puis tu es tout seul dans ton ça bateau. A été, quand j'y repense, je me dis, ouah, tu as consacré beaucoup, beaucoup de temps à ça. Ceci étant dit, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré plein de gens. Puis évidemment, quand c'est arrivé, quand les entreprises étaient prêtes, j'étais vraiment prête. Mais disons que la révolution était tellement grande, ça leur a pris des années d'y arriver. Mais la transformation de tout ça était majeure. Là. C'était, OK, les entreprises devenaient transparentes. Là. C'est énorme. Là. N'importe qui pouvait prendre la parole. Là. Ça changeait tout. C'est ça, l'instantanéité. Ouais. Il n'y a plus de... Quelqu'un peut être populaire dans son sous-sol. C'est comme... Exactement. Fait que ce changement de paradigme-là, là, moi, j'ai sauté dedans. Après, ça a été, OK, comment on devient bon sur Google Analytics? Comment on devient bon sur Google AdWords? Comment on devient bon sur Facebook, Instagram, bon, etc. Fait que ça, on a toujours suivi ça, OK? Maintenant, c'est des outils qu'on intègre beaucoup plus. Bon, Office 365, Monday, là, on inclut tout ça.
Mais là, je suis rendue à un moment dans l'histoire de Casacom qui est intéressante. Grâce à la Caisse de dépôt, je suis embarquée dans une cohorte. Mon Dieu, Cléo, tu vas venir nous coacher cette semaine! Ah! C'est toi! Oui, repère numérique. Repère numérique. Oui, Bon, oui. je suis embarquée là-dedans. Oui. C'est le fun, on va se voir la semaine Ben prochaine. oui, ben oui. Donc, là, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est moi qui participe à la formation et je vais mettre un cadre stratégique et de vision, j'ai déjà commencé, dans toute la transformation numérique qui va nous accompagner. On en a beaucoup de besoins, mais on y répond à la pièce. C'est pas structuré dans une approche stratégique, ce volet-là de la transformation numérique. Donc, je suis rendue là actuellement, puis ça, c'est quelque chose à laquelle je me consacre et avec... Ça vaut la peine. Puis c'est important ce que tu dis là. Puis je suis contente que tu aies embarqué dans ce programme-là parce que la Caisse de dépôt va aller sélectionner, inviter 50 entreprises en croissance qui ont une belle vision puis veulent connecter la vision stratégique à la vision numérique. Exact. Et moi, j'interviens justement pour parler des rôles et responsabilités dans tout ça. Mais ce que j'aime, c'est la 3e année que je le fais, mais moi, c'est mon cheval de bataille. Parce que moi, je fais des belles retraites stratégiques, une belle vision, mais les gens ne font pas la corrélation. Et dans les grandes tendances de McKinsey qui sont sorties cette année, ils disaient la technologie doit être ton outil de croissance, ton véhicule de croissance, mais ils n'en font pas un élément stratégique. C'est comme, il faut que je change le ERP. Faudrait que je lâche mon Excel, je vais m'embarquer dans un ERP. OK, mais au-delà du ERP, tu as besoin d'un CRM intégré qui communique avec, tu sais, c'est fou, là. Mais je suis très contente de cette formation-là parce que la première étape que j'ai faite, c'est de relier ma vision de transformation numérique à ma vision d'entreprise. Tellement. Et juste de le faire, ça, c'est brillant. Je me sens mieux. Oui. Je me sens mieux, je me sens plus intelligente, plus intentionnelle. Oui. Et j'ai l'impression que je vais être capable de plus embarquer l'équipe là-dedans. Puis de garder du sens. Exact. À la fin de la journée, c'est ce que je veux. Je veux augmenter le sens, la fierté, l'efficacité, la joie au travail. C'est ça que je veux. Puis pour mes clients, c'est ma priorité en passant dans la transformation numérique. Je veux augmenter la valeur, puis la paix d'esprit, le sentiment de transparence. Oui, exactement. Puis ça, il faut s'en servir comme un avantage. D'ailleurs, on a reçu Catherine Sanson, la Caisse de dépôt et placement ici, sur le podcast. Ah oui! Fait qu'elle est non, c'était super génial quand elle est venue. Elle nous a parlé des chefs de file, elle nous a parlé de ce programme-là. Fait que plein de belles femmes inspirantes. Et pour revenir à Casacom, fait que là, on comprend l'évolution. Vous êtes évidemment très présent sur les réseaux sociaux. Belle inspiration. Et là, j'aimerais que tu me parles un peu. Ça, je trouve ça brillant parce que tu as déjà annoncé des gens qui s'impliquent comme partenaires dans ton organisation. Puis j'étais comme, oh wow, mais ça, tu sais, elle est jeune, elle est en forme. Mais là, tu as déjà fait ce choix-là conscient. Et mon Dieu, qu'on devrait s'inspirer de toi. Fait que parle-nous de ce que tu as fait, puis d'où est venue cette vision-là de dire, regarde, j'embarque du monde dans l'aventure avec moi. Écoute, je pense que ça vient quand même de quelque chose d'un peu noir, un peu négatif. C'est-à-dire que j'ai vu des gens vieillir dans leur organisation, puis de ne plus être la saveur du mois. Puis j'ai vu l'entreprise péricliter et je les ai vus ne pas être capables de passer à la prochaine génération. Je me souviens en politique, là, je regardais les gens mal vieillir là, en politique, puis je me disais, moi, je ne serais pas cette personne-là. Fait que tu vois, il y a des choses, des fois, il y a des motivations qui viennent d'un aspect négatif, si tu veux. Oui. Moi, Dieu sait que la relève, elle est dure ici au Québec. Absolument. Le rôle de repreneur, là, c'est pas évident. Là. Non. Mais il y a aussi des aspects positifs là-dedans. C'est de se dire, OK, moi, je me rends compte que j'ai des limites, puis qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'autres gens avec moi pour bâtir cette entreprise-là. Donc, ça a été ça aussi. Puis, il y a là-dedans aussi le désir de liberté. Si on parle de moi, là, il y a aussi un désir de liberté de dire, écoute, à un moment donné, si je veux être libre de quitter, il faut que je prépare la table. Oui. Mais c'est aussi une grosse question de responsabilité. J'ai bâti cette entreprise-là. On dit souvent, hein, toi, tu dois le dire beaucoup à tes coachés, on passe beaucoup de temps à bâtir son entreprise. Mon Dieu, je ne peux pas imaginer combien de temps j'ai passé dans cette entreprise-là. À l'imaginer, à la rêver, à rusher, à grinder, comme dirait mon fils de 15 ans. Oh mon Dieu, que j'ai travaillé fort.
Puis quand arrive le moment de la fin, entre guillemets, on botche. Oui. Moi, il n'en était pas question. Je suis une personne qui est fière, c'est évident, beaucoup d'orgueil. Non, mais je veux que les choses soient belles. Mais c'est logique. Sais-tu quoi? Je pense pas que je devrais retirer ce que j'ai dit. Je pense que je veux que les choses soient belles, Oui. y compris les fins. Oui. Je veux que les choses soient belles. Je veux sortir de Casacom avec grâce. Je veux sortir de Casacom avec un sourire. La tête haute. La tête haute. Je veux pas sortir de là avec des regrets, avec un sentiment aussi de honte ou de... Bon, c'est épouvantable ce que je dis là, mais je veux pas aller là. Donc, je prends les moyens. Mais c'est pas épouvantable, en fait. C'est brillant parce que, tu sais, j'ai une amie, là, présentement, qui a repris l'entreprise familiale, puis le père ne lâche pas les rênes. Il a même écrit dans les minutes de la compagnie, c'est épouvantable. C'est des, tu sais, des histoires d'horreur de familles brisées. J'en vois à tous les jours des histoires d'horreur comme ça. Fait que toi, tu as juste consciemment dit, Ouais. on peut-tu finir en beauté? Oui. On peut-tu finir avec grâce, élégance? Générosité aussi. Oui. Puis, oui, puis la générosité, ça va dans les deux sens. Plus t'en donnes, plus t'en reçois. Oui. J'aime pas les gens qui s'accrochent. Par exemple, mes enfants, je veux qu'ils soient le plus autonomes possible. J'ai jamais voulu qu'ils s'accrochent à moi, puis je me suis jamais accrochée à eux. C'est très important d'être bien avec soi-même, puis de faire en sorte que les autres prennent leur place. Chacun à leur moment, tu sais, puis dans leur espace. Je crois vraiment à ça. Puis c'est ça qui est en train de se produire, dans le fond. Fait que là, il y a quatre partenaires, Oui, il y a c'est ça? 6 ans. En fait, tu sais, ça fait 10 ans au moins que je prépare ça. Et j'ai la chance d'appartenir à un regroupement qui s'appelle WorldCom, PR Group. J'ai rentré dans ça en 2005. Je me disais, moi, je suis toute seule dans ma boîte. Je veux me sentir connectée au monde. Et grâce à WorldCom, j'ai appris tout le temps. Les gens embarquent dans des réseaux comme ça. J'ai 85 partenaires à travers le monde depuis presque 20 ans. Je les connais tous très bien. Je les fais 2 fois par année. Et les gens embarquent souvent dans ces réseaux-là pour faire plus d'argent. Moi, je suis rentrée dans ce réseau-là pour apprendre. J'ai tellement appris. Puis une des choses à laquelle j'ai été sensibilisée, c'est la suite de Casacom. Je voyais des gens pas réussir leur suite, je voyais des gens réussir leur suite. Et là, j'écoutais les formations, je prenais des notes. Oh mon Dieu, je faisais des recherches. Et à un moment donné, je voyais des gens qui réussissaient à faire ça d'une certaine façon. Je les appelais, j'avais des rencontres avec eux. Et là, je commençais à réfléchir. C'est super drôle parce que récemment, j'ai un de mes amis entrepreneurs qui me racontait que lui était très, 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 très émotif par rapport à la perspective de passer à cette étape-là. Puis je lui disais, écoute, j'étais extrêmement émotive aussi. Mm-hmm. Hey, je peux me rappeler qu'au début, c'est un cheminement, cette histoire-là. Donc, tu commences ça il y a 10 ans. Je me suis renseignée, je suis passée à travers toutes sortes d'émotions. Évidemment, il y a plein d'entreprises qui m'ont appelé pour m'acheter, mais moi, c'était toujours non. Parce que, encore une fois, mon désir de liberté, mon besoin de liberté, toujours. Oui. Et là, j'ai fait non. Moi, je vais être malheureuse pendant 2 ans, 3 ans. Puis en plus, ça va être quoi les avantages pour Casacom? Ça va être quoi les avantages pour mes employés? Et là, je suis arrivée à la conclusion que la meilleure chose à faire pour moi, c'était de vendre à l'interne. C'est super drôle. Tout le monde, mais pas tout le monde, c'est pas vrai. Ça donne que beaucoup d'hommes m'ont découragée de faire ça. En me disant une couple d'affaires, par exemple. Ils m'ont dit, des gars là, super brillants, super bien placés, qui ont réussi. Là. Marie-Josée, tes employeurs n'ont jamais l'argent pour t'acheter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, hey, Marie-Josée, tu vas faire bien moins d'argent si tu vends à tes employés. Ah, Marie-Josée, si un de tes employés s'en va après que tu aies vendu, tu retombes à la case de départ, etc., etc. Il tentait de me décourager. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi, je le sentais en dedans de moi que c'était la bonne chose à faire, puis qu'il y avait moyen d'y arriver. J'avais vu quelques-uns qui avaient réussi. Moi aussi, je vais être capable. Et j'ai un conseiller extraordinaire que je salue aujourd'hui, Éric Forêt de HNA, qui est un ami d'enfance. On allait à l'école ensemble. Il était un petit peu plus vieux que moi. Il dit qu'il a passé son cégep à cause de moi parce qu'il me copiait. Il copiait en français. Lui, c'était un gars de maths, puis il est devenu comptable. Fiscaliste comptable. Puis ça a toujours été mon fiscaliste comptable. Et lui, il a acheté de ses partenaires.
Il a acheté ses associés, puis aujourd'hui, il vend ses associés. Je ne peux pas trouver un meilleur conseiller pour m'accompagner là-dedans. Il m'a tenu la main, puis on l'a fait. Puis ça a super bien été. Cléo, il n'y a pas un moment que je regrette. Bon. Pas un moment. Il n'y a pas une décision que je regrette par rapport à ça. Donc, il y a eu Jean-Michel, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans peut-être. Oui, 6 ans. Il y a eu Jean-Michel en 2018. Mon Dieu, non, ça a été plus rapide que ça. Hein? 2018, c'est 5 ans, ça. Oui. Et ça devait durer, bon, la première tranche. J'ai vendu une partie de l'entreprise. L'autre chose, c'est que oui, j'ai demandé un investissement personnel. Pour moi, c'est fondamental. C'est une question de, comme on dit en anglais, skin in the game. Moi, je l'ai financé pour le reste. Mon comptable fiscaliste dit, ça, c'est des ententes de famille. C'est correct, je suis contente de l'avoir fait. Oui. Sais-tu quoi? Je suis gagnante. Il est gagnant, je suis gagnante. C'est extraordinaire. 4 ans plus tard, Jean-Michel et moi, on se regarde et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Prochaine étape. On a identifié 3 personnes dans l'entreprise qui avaient une volonté d'embarquer dans le partenariat. Et on a fait la même chose avec elle. Jean-Michel a agrandi ses parts. Et je suis toujours propriétaire majoritaire, mais je peux te dire que pas de beaucoup. Et je suis très fière d'eux. On a fait la même chose. Ils ont tous mis skin in the game. Jean-Michel a remis du skin in the game. Et je les ai refinancés. Je les ai financés également. Et sérieux, j'ai 4 gagnants, plus moi, 5 gagnants. Oui. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que, oui, je pense que c'est très masculin de c'est quoi le maximum, le plein potentiel, le ci, le ça, le ci, le ça. Mais en bout de ligne, tu vas être tellement fier de voir ces gens-là évoluer le jour où tu décideras de faire autre chose. Ça va être resté en de bonnes mains. Tu vas avoir cultivé quelque chose. Tu sais, c'est ça qui est le plus important en bout de ligne. Ben oui. Que le nombre de zéros dans ton compte de banque. Mais qui a envie de vivre une journée malheureuse dans sa vie? Une année malheureuse dans sa vie? Non. 2 années malheureuses dans sa vie? Pourquoi je vivrais ça? Oui. Il m'en reste combien d'années à vivre? Oui. Je vais-tu en consacrer une à 2, à avoir plus d'argent puis travailler pour quelqu'un d'autre? En passant, je suis déjà très, très fière de ça. Je suis déjà très, très fière d'eux. Oui. Je les vois évoluer. Je suis épatée et je suis totalement confiante en leur capacité de diriger Casacom aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Fait qu'imagine le plaisir qu'on a de travailler ensemble. Wow! Ben oui. Puis c'est des jeunes aussi, tu sais, c'est Ah pas, oui. c'est comme quand tu disais que tu aimais, tu sais, toi, on t'a donné ta chance à 22 ans, je pense que tu as fait la même chose aussi. J'en ai une qui a 27. 27, c'est génial, c'est Les ça. autres, je me souviens plus, là, 32, 35, 37, voilà, Oui, à peu exact. près. Mais c'est-tu le fun? Comme toi, tu as eu cette chance-là quand tu étais Exact. jeune, à 22 ans, tu sais. Mm. Ça, c'est bien. Et là, il y a une chose aussi que je veux absolument qu'on parle, c'était l'idéatrice de Brave Inspiration. D'où est venue cette idée-là? J'avais 48 ans et demi. Puis je me demandais, qu'est-ce que je peux faire de plus pour ma société? Oui. Encore ma question. Oui. Et j'ai toujours voulu avoir un balado. Puis une de mes raisons d'être, en fait, c'est ma raison d'être personnelle, puis je suis même fatigante avec ça, c'est que je veux vraiment, quand j'ai une personne en face de moi, je veux vraiment savoir si la personne a vit la vie à laquelle elle est destinée. Imagine-toi, c'est un peu intense. Et j'étais consciente de ça aussi. Fait que j'ai canalisé ça dans Brave. OK. Fait que j'ai mélangé ça ensemble. Puis l'autre chose que j'ai mélangé dans Brave, c'est mon histoire de courage. Je t'en ai parlé tantôt. Oui. Je te l'ai dit, ça aurait été un drame si je ne l'avais pas fait. Oui. C'est fou ce que ça a apporté, non seulement à moi, mais à d'autres. Oui. Donc, c'est cette histoire-là que je veux raconter, puis que je veux... Puis c'est cette histoire-là que je veux qui inspire d'autres gens à faire la même chose. Ça ne veut pas dire partir en affaires. Ça veut dire poursuivre un rêve. Avoir le courage de poursuivre un rêve. Oui. Courage de poursuivre un rêve. Écoute, moi, j'écoute religieusement tout ça. Et aussi, la beauté, c'est que tu en fais même un événement. Hein? Fait qu'explique-nous un peu le concept, comment ça fonctionne. Bien, actuellement, depuis quelques années, c'est 7 événements par année
qu'on fait soit chez Casacom, soit au Germain, ou qui nous accueille gracieusement. On est allé au HEC aussi, qui nous a accueillis récemment. Ça dépend des lieux, mais je veux toujours des rencontres intimes. C'est des superbes rencontres de réseautage de grande qualité. D'ailleurs, j'ai une amie qui me disait cette semaine, toi, Marie-Josée, là, c'est ça la force de Brave, là, c'est que c'est de la qualité. Oui. On a le temps de prendre un verre avec nos amis avant. On rencontre des gens extraordinaires pendant le cocktail. C'est une superbe occasion de faire du réseautage. On s'installe dans la salle. Tu fais une entrevue en profondeur. On a une période de questions. Si on veut continuer le cocktail, on continue le cocktail. Fait que c'est vraiment de la qualité. C'est un moment de qualité. Encore une fois. De connexion profonde et sincère. Oui. Puis encore une fois, je suis en train de polir le diamant. On n'est pas dans une. Ça ne m'intéresse pas d'être dans une salle de 1000 personnes. Non. Ce qui m'importe, c'est que quelqu'un me dise, hey, ce qu'elle vient de dire là, ça change ma vie. Bien, c'est drôle parce que qu'est-ce que je t'ai dit avant de débuter? Le podcast avec Géraldine Martin, qui est passée à travers un cancer du sein. Quand j'ai su que tu l'avais interviewée, qu'elle avait parlé de ça, moi, je l'avais vu au lancement du livre de Sophie. J'étais en train de travailler. Et là, ça m'a tellement fait du bien. L'histoire, la façon dont elle l'a racontée, de manière authentique. Et tu as toujours des invités aussi de très grande qualité. Oui. Fait que ça, c'est le fun parce que ça. Et aussi, je trouve, post-pandémie, les gens ont de la misère à sortir de chez eux. Mais de faire des événements comme ça de qualité, bien, tu es content de reconnecter. Oui, oui. Vraiment. En tout cas, les gens adorent les événements, mais les gens adorent aussi le podcast. J'en ai une cette semaine, c'est super cute. Elle a écouté les 47 Braves, les 47 entrevues. C'était trop. Elle dit, c'est la meilleure chose à faire quand tu marches. Oui. Tu sais, marche ou faire la cuisine ou conduire, quand on conduit aussi. Oui, tellement. C'est vraiment, on peut faire, le balado, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux l'écouter en faisant d'autres choses. Tellement, tellement. Moi, je consomme que ça. Moi, je dois avoir, je dirais, d'écouter la bonne moitié facilement. J'adore ça, justement. Puis c'est au niveau beaucoup de femmes d'inspiration. Puis je pense que c'est ça qu'on a tous de besoin. Et d'ailleurs, les liens importants vont tous être mis sous l'épisode qu'on vient de faire ensemble pour que si les gens veulent aller voir, justement, ce podcast-là, avoir de l'information sur Casacom, tout va être mis là. Mais tu sais, je vais juste rajouter une chose. Je t'ai dit, j'ai fait ça pour contribuer. Oui. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ça me reviendrait dessus, à quel point ça me donnerait à moi. Ah, c'est fou, hein? Moi, là, j'ai l'occasion de creuser l'histoire de l'invité, de vraiment la connaître, réécouter le podcast, le monter, le diffuser. Et les perles que ces gens-là prononcent restent en moi. Je suis capable de les retransmettre à d'autres. Aussi, j'avais sous-estimé l'impact sur l'invité. Oui. C'est incroyable, l'invité, comment c'est un exercice important pour l'invité. C'est un moment important. Oui. Et ça a énormément d'impact sur elle et sur son entourage. Puis là, après, évidemment, j'ai tous les témoignages des gens qui écoutent. Oui. Mais c'est juste pour dire que quand on a le courage de faire quelque chose dans la vie, on crée quelque chose pour soi d'extraordinaire. Oh mon Dieu. Moi, je te dis, là, ce que je dis, là, c'est que j'ai vécu une vie extraordinaire grâce au courage. Ah oui. Ah ben garde, puis tu nous l'as très bien démontré. Mais il y a une chose aussi que je trouve intéressante, c'est que tu es quand même impliqué beaucoup, tu as siégé sur beaucoup de conseils d'administration. Encore une autre belle façon de donner, de contribuer, de collaborer. Alors, parle-nous un petit peu de ça pour des gens qui seraient intéressés de faire ça. Oui. Bien, écoute, moi, je te dirais, j'ai au moins une vingtaine, j'ai au moins 23, 24 conseils d'administration dans ma vie que j'ai commencé, là, je te dirais, il y a à peu près 25 ans. J'ai rarement dit non. Ça m'est arrivé, puis je te dirais actuellement, ça m'arrive souvent de dire non parce que j'en ai trop. Tu sais, il faut faire attention, puis il faut aussi faire attention à la qualité de son implication. Oui. Très important. Ça a été un outil, OK, oui, un outil de don de soi, puis de contribution, bien sûr, puis ça vient encore une fois dans la question du service public. Tu sais, tu travailles pour une entreprise privée, puis le soir, puis la fin de semaine, tu donnes à une fondation d'un hôpital. Je trouve que c'est un bel équilibre. Oui. C'est important. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a rarement un aussi bon outil pour construire un vrai réseau. Pourquoi? Parce que quand tu es à la réunion du conseil d'administration ou à la réunion du comité de financement ou à la réunion du comité d'organisation de l'événement,
Tu es avec des gens qui viennent de d'autres entreprises, de d'autres organisations, et là, il y a un enjeu, puis là, on en parle. Et là, toi, tu contribues à écouter, tu contribues à donner ton opinion, mais à un moment donné, tu vas dire, je connais quelqu'un, ou tu vas dire, ça, je peux le faire. Et ça donne qu'à la prochaine réunion, les gens apprennent que ce que tu avais dit que tu ferais, tu l'as fait. Oui. Ça crée une impression exceptionnelle auprès des gens et ils se souviennent de toi. Oui. Donc, tous ces conseils d'administration-là, où j'ai été fiable, parce que je suis une personne fiable, sinon je ne m'engage pas, bien, ça a contribué à construire ma réputation, puis à construire mon réseau, puis à nourrir mon développement des affaires, par exemple. Tu vois? Oui. Fait que tu fais ça, bien sûr, pour donner. Mais là, tu te rends compte que, encore une fois, tu reçois tellement. Moi, j'apprends tellement. Puis, tu sais, je te dirais que c'est ça aussi, mon histoire de partenariat. Je leur ai donné quelque chose. Oh, ils ont contribué. Ah oui, ils ont contribué. Mais je leur ai donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de liberté à l'intérieur de l'entreprise. Puis ça me revient. Bien, tellement. C'est ça. Oui, tellement. Puis, parce que moi, je découvre, en tout cas, moi, je commence, j'ai une belle inspiration à ce sujet-là. Moi, je commence, je suis peut-être 3-4 en ce moment, mais c'est aussi sortir de notre quotidien, puis de notre petit carré de sable, Tellement. puis de rencontrer des gens, de voir d'autres problématiques dans d'autres contextes qui te permet d'utiliser tes compétences. Moi, j'ai l'impression de recevoir beaucoup plus que je donne. Oui, puis se sentir utile. Oui. Se sentir utile. Moi, j'ai le recteur de l'Université de Montréal qui m'a demandé récemment de m'impliquer très, très, très fortement dans la campagne de financement qui va partir officiellement en 2024. Je sais que mes 3 prochaines années là, vont être beaucoup consacrées à ça. OK. Mais c'est fantastique, là. Ben oui. C'est fantastique. C'était l'Université de Montréal, la seule où tu voulais aller quand tu as commencé. La seule où je voulais aller, celle qui m'a marquée, etc. Ben oui. Génial. Et si je pense à la Marie-Josée, on se revoit dans 10 ans ici, assis dans la chaise, là, tu vas être rendu où? Bien, ce que tu vois là, ça va être une meilleure version de ça. OK. Mais je vais avoir redonné beaucoup, je vais avoir reçu beaucoup. Oui. Puis, j'espère que j'aurai toujours un grand sourire dans le visage. Oui. Bien, comme à toutes les fois, je te vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, Marie-Josée, ou un message que tu voudrais laisser peut-être pour nos auditeurs? Bien, il y a une chose dont j'aimerais parler, qui est la qualité des gens que j'ai réussi avec mes collègues à attirer chez Casacom et qui sont toujours là aujourd'hui et qui m'épatent à tous les jours. Tu n'as pas idée à quel point je suis fière de mon équipe, à quel point je trouve que ce sont toutes des personnes exceptionnelles. Puis je pèse mes mots. Oui. Je pèse mes mots, c'est pas des blagues. Moi, j'ai une qualité. What you see is what you get. OK? Grande qualité. Mais qui peut bousculer un peu. Quand je dis ce que je viens de dire, c'est parce que tu le penses vraiment. Je le pense vraiment profondément. Oui. Les gens qui travaillent avec moi, je les aime, je les admire. J'ai totalement confiance en eux. Je suis reconnaissante comme tu n'as pas idée de les avoir. Puis là, je pourrais toutes les nommer, mais tu sais, je pense évidemment à Jean-Michel, Mathilde, je pense à Catherine, à Mylène qui est là depuis 11 ans. Je pense à Adrienne, je pense à Charlotte. Mon Dieu, je pense à Samuel, je pense à Félix. Laurent, oh mon Dieu, Céline, je veux toutes les nommer. Jason à Toronto, évidemment, toute mon équipe de Toronto, mais je pourrais... puis cette semaine, on a souligné notre commis comptable, les 5 ans de notre commis comptable. Angela, je pense à Arthur, mon directeur finance. Je pourrais toutes les nommer, là. Je vais arrêter. Puis vous faites quand même une belle promotion aussi sur les réseaux sociaux pour mettre de l'avant les visages de Casacom aussi. Oui, on est de même. Oui. Mais je te jure, c'est des gens engagés qui travaillent pour les bonnes raisons. Là, je n'ai pas parlé de Gwen, puis je n'ai pas parlé de Lydiane. Puis là, j'ai ça. Oh mon Dieu, j'ai Alexandre, puis Catherine Mounier aussi. Oh mon Dieu, je suis tellement fière de mon équipe, là. Tu vas toutes les nommer. Un hommage. Oh mon Dieu, Ulrika, Lily. Tu sais,
je les aime. Ah, Stéphanie, mon Dieu, Stéphanie. Oui. Mon Dieu, tellement brillante. Tu sais, je les adore. Je Oui. les adore. Puis, sérieux, travailler avec des gens bons, tu sais, bons, des Oui. bonnes personnes, puis des gens qui sont engagés à créer de la valeur pour l'entreprise, pour les clients. Écoute, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Puis, ce que je veux dire, en fait, mon message, c'est que ceci est possible. Oui. OK? C'est mon message. Si vous travaillez pour ça. Fait qu'on revient à l'unicité. OK? Moi, j'ai une unicité. Moi, personnellement, mais mon entreprise aussi. Elle a des valeurs. On a des standards. Il y a des gens qui conviennent à ça. Il y a des gens qui ne conviennent pas à ça. Et si j'arrive à dire ce que je dis aujourd'hui, si j'arrive à réussir mon partenariat comme je l'ai réussi, c'est parce que je connais ça. Je connais mon unicité, je connais mes standards, je connais mes valeurs, puis je suis capable d'attirer puis de garder ceux que je veux. Oui, exactement. Et tu t'entoures, en fait, le fait d'être en cohérence avec ça, tu t'entoures de gens qui veulent contribuer puis qui ont le même objectif que toi. Exact. Bien, moi, il faut que je te dise que je suis reconnaissante envers toi parce que c'est toi qui m'as nommée pour faire partie de WPO. Ça m'a permis de rencontrer plein de belles femmes extraordinaires, un Ouais. groupe que j'adore. Fait que je pense aussi, ça fait partie. Il y a ton équipe qui est extraordinaire, mais je pense que tu as un réseau, tu as Ouais, des amis, tu as une absolument. famille extraordinaire et tu n'as pas peur de connecter les gens ensemble. Fait que moi, je pense que c'est une belle image, puis il faut le faire de plus en plus. Il ne faut pas rester dans notre petit monde, mais justement sortir de notre zone de confort. Écoute, merci infiniment de ton partage aussi plaisir. authentique, de tout comprendre ton histoire. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Toujours inspirant de te rencontrer et je te souhaite vraiment de poursuivre cette belle aventure-là d'impact parce qu'on en a besoin de femmes inspirantes comme toi, Marie-Josée. Ben, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Oui. pour l'entrevue. Super. Merci beaucoup. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.